Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous accueille pour un nouvel épisode de podcast. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez absolument. Si vous ne me connaissez pas, il faut que vous sortiez de votre grotte, on va dire ça comme ça. Alexandre Villani de Bodytime. Alex, merci de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est vraiment cool. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci, avec plaisir. J'aime bien ton contenu, donc j'ai accepté l'invitation avec plaisir. C'est un grand honneur que tu me fais là. Alex, je vais pas te manquer de respect en te demandant de te présenter parce que c'est une question qui est un peu saoulante, je trouve. Et voilà, tout le monde te connaît de près ou de loin. Enfin, du moins, j'espère que les gens qui sont sur notre média te connaissent. Je vais te poser une question un peu différente de la moyenne d'introduction, on va dire. Je vais te demander qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Ma famille, mes amis, des moments simples, le dépassement de soi, des projets, l'aventure. Belle. Si je peux résumer, Ouais, voilà, c'est beau déjà, ouais. C'est pas mal ça. Ça me fait tout de suite penser, tu m'as dit aventure, dépassement de soi et projet. Ça me fait forcément penser à ce que vous avez entrepris avec PJ, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je sais que tu peux parler en son nom pour la partie Bodytime et entrepreneuriat, etc. carrément. Comment ça vous est venu cette idée de créer ce que je vais appeler moi, tu vois, un empire? Aujourd'hui, vous avez plusieurs marques, vous avez des projets, ce serait difficile de tous les lister. Je pense que toi, tu peux les lister, mais moi, j'aurais du mal à tous les lister. Comment ça a commencé cette aventure qui est assez incroyable? Moi, je vous suis depuis le départ, depuis le tout début de YouTube où vous aviez les caméras. Je ne sais même pas si c'était un appareil photo, Téléphone. ouais, c'était votre téléphone, ouais. Vous étiez tous les deux devant un fond blanc là, à faire des petites vidéos. Quand tu compares à aujourd'hui, c'est assez incroyable. Comment ça a commencé tout ce truc-là? Alors ça a commencé en sortant de la fac. Donc on est tous les deux diplômés d'un DUST métier de la forme. Donc on était à l'université ensemble, dans la même promo. Et, euh, et du coup, on a fait 2 ans ensemble à étudier le fitness, la musculation, la préparation physique, etc. En sortant de la fac, on s'est tout de suite mis à notre compte en auto-entreprise. C'était le tout début de l'auto-entreprise. Donc, chacun de notre côté en auto-entreprise, on a travaillé dans des golfs, dans des centres équestres, dans des hôtels de luxe, en coaching privé pour une start-up qui se lançait à l'époque, de coaching, on va dire, entre guillemets, haut de gamme. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que on avait quelque chose à faire ensemble parce que déjà, on s'entendait bien, on était potes à la fac. Mais bon, je veux dire, on était potes comme un bon groupe de gars, tu vois, de la classe. On était une petite dizaine où on restait un peu tous ensemble, tout ça. J'avais des affinités un peu avec tout le monde, pas plus avec PJ qu'avec un autre. Mais en sortant de là, de par sa manière de travailler, on a beaucoup travaillé ensemble. Moi, je me déplaçais beaucoup à Lyon. Lui aussi, en fait, pour te faire très simple, on était les deux plus gros charbonneurs de cette startup. On y était du matin au soir. On voulait vraiment faire exploser le truc. On avait faim, etc. En fait, on s'est rendu compte que cette énergie-là, qu'on était entre guillemets les seuls à avoir dans ce groupe de coachs et même en fait les créateurs, les fondateurs de la startup n'y passaient pas autant de temps que nous. On s'est dit en fait, ouais, vaut mieux faire un truc à nous. En plus de ça, on a fait la démarche de se mettre en auto-entreprise dès le départ parce que c'était kiffant d'être à son compte. Moi, j'ai eu des parents qui étaient commerçants, donc je sais ce que c'était d'être à son compte. Je sais que j'avais envie de ça. J'ai un petit peu du mal avec l'autorité. Lui aussi, je le savais parce qu'on était en cours ensemble. Donc, du coup, tu vois ce que les gens acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, la manière dont les gens se font respecter, etc. Et puis, voilà, tout de suite, on s'est dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Par contre, on n'a pas d'oseille, on n'a pas qui va mettre une pièce sur nous? On est jeunes diplômés, on n'a pas d'expérience, on n'a rien. Du coup, il a fallu qu'on trouve un concept qui ne nous coûte pas d'argent. Et c'est là qu'on a créé notre premier club. Ça s'appelait Urban Training Révolution, où là, on faisait des cours de fitness en plein air
on se servait du mobilier urbain, tout ça. Ça a commencé en association, puis on s'est développé, puis ça a été une société qu'on a développée sur plusieurs villes. Après, on était dans la région Rhône-Alpes. En parallèle, bien sûr, on travaillait dans plein de salles, plein d'associations, on donnait beaucoup de cours collectifs, du coaching, de la prépa physique dans des clubs aussi. Euh, et puis voilà, en faisant tout ça, on s'est mis aussi sur YouTube parce que les cours collectifs, c'était pas notre truc. C'était au départ ce qui nous rapportait le plus, mais c'était pas notre kiff. Tu sais, le fitness, cuisse abdos fessiers, body sculpt, step, LIA, tout ça, c'était pas notre délire, mais on le faisait parce que c'est ce qui rapportait. Et puis bon, c'est pas non plus déplaisant, tu vois, il y a de l'ambiance, tu t'amuses, tout ça, mais c'est un truc que pour nous, on se voyait faire à court terme. Du coup, on voulait développer le coaching. Donc, on s'est mis sur YouTube en se disant, nos clients déjà qu'on a, au lieu de leur faire des PDF et des programmes à l'écrit tous les mois, ils auront des vidéos à suivre et ce sera beaucoup plus ludique. Ce sera plus ludique, ce sera moins chiant pour nous. Ils comprendront bien mieux les exercices, ils les suivront mieux, ils auront des meilleurs résultats. En fait, tout ça, ça nous apportera plus de clients et on se disait, en plus, le truc est public, il se peut que des gens tombent sur nos vidéos. Je te parle de ça, c'est en 2012, hein, donc YouTube, c'est pas du tout ce que c'est maintenant. Il se peut que des gens tombent sur nos vidéos, on ne sait jamais, ça nous rapporte des clients en plus. Et du coup, on se met sur YouTube. En parallèle, le coaching, pas grâce à YouTube, mais grâce à notre réseau, les gens qu'on coachait, tout ça, ça s'élargit. On était full tous les deux en coaching. On arrête les salles, les cours collectifs, on arrête tout, on fait que du coaching. Puis, on commence à avoir beaucoup de demandes sur YouTube parce que les gens commencent à suivre, etc. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a été très, très, très euh, crescendo, on va dire très progressif. Mais petit à petit, les gens commencent à nous suivre. Ils ont voulu des programmes personnalisés. Donc, on passait en plus de temps à faire des programmes personnalisés jusqu'à ce qu'on fasse que ça de toute la journée. Puis, on monte les tarifs, l'offre et la demande. Les gens veulent des programmes. Nous, il faut toute la journée, on charbonne à faire des programmes, tout ça. Jusqu'au moment où on a décidé de faire des programmes adaptables un petit peu aux gens, adaptables à tous, on va dire à 90% des objectifs et des gens. Et puis voilà, on a développé nos réseaux. Suite à ça, on a fait des marques, une marque de fitness, de textile, une marque de vêtements de ville, plein d'autres projets annexes autour du fitness. On a pris beaucoup de plaisir, on a pris des risques. Parfois, ça a très bien marché, d'autres fois moins bien, d'autres trucs qui ont échoué. Mais voilà, c'est ça, quand je te parlais d'aventure, pour moi, tout ça, c'est une grande aventure qui doit continuer et il y en aura plein d'autres. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Si, carrément. C'est une sacrée aventure, tu vois, parce que tu me dis 2012, là, on est en 2022, donc ça fait 10 ans. Si tu remets dans le contexte de l'époque, sur YouTube, il y avait qui? Il y avait peut-être Thibaut InShape, mais lui, il n'était même pas coach au final. Il Il donnait n'y son avait pas expérience encore. sur la. Il Je n'était vais pas te là, dire hein, qui il c'est était qu'il déjà y pas là? avait. Non, il n'était pas encore là. Lui, il est arrivé en 2013 ou 2014. Ouais, mais lui, 2014, il me semble. tu vois, il est même pas coach au final. Lui, il partageait juste son expérience et. Non, non. Et puis lui aussi, ça a Tu vois. été crescendo au début. Après, il a Hmm. explosé, mais il a mis quand même du temps. Nous, on l'a connu vraiment à ses tout débuts. Maintenant, franchement, il a eu un parcours honorable, respect à lui, c'est super ce qu'il a fait. Mais à l'époque, ce qui était en place, c'était Rudy Koya et un autre Hmm. mec qui s'appelait Fitness Smith. Ok, Il ça me s'appelle dit quelque Théo. chose. Hmm. Théo. Et voilà, c'était les deux gars qui étaient sur YouTube. Et YouTube, en termes de. Il y en avait d'autres, hein, des gros bodybuilders, tout ça, mais en termes de musculation, ce qu'on trouvait en contenu sur YouTube, c'était du contenu bodybuilding par des mecs vraiment très poussés dans le bodybuilding, énormes, chargés, Ouais, et donc, qui pas ce que vous étaient faisiez, quoi. Hmm. très techniques et pas accessibles, on va dire, au grand public, de par les termes qu'ils utilisaient, de par leur manière, leur approche de la muscu, qui était vraiment une approche de puriste, on va dire, entre guillemets, extrémiste, tu vois. Alors que nous, on était des petits mecs du fitness, ok, on fait de la muscu, mais on veut un lifestyle classique, on veut faire la fête, on n'est pas dans la compète, dans le posing. Nous, c'est vraiment la muscu d'une manière globale, que ce soit même si nous, notre truc, c'est la muscu en salle, soulever des charges, mais on peut très bien être intéressé par, tu vois, le, Attends, excuse-moi, j'ai un appel. Ouais, je suis désolé. Je suis Ouais, t'inquiète, désolé. t'inquiète. Bon, il n'y a Ouais, pas de c'est galère. PJ m'a T'inquiète. appelé justement là. Il n'y a pas de Et souci, du coup, t'inquiète. quand il y a un appel, ça coupe. T'inquiète, c'est pas grave.
Et je te disais quoi? Que ouais, le lifestyle, machin, qui était un peu différent des autres. Vous ameniez Ouais, ce voilà, truc-là, quoi. nous, on était très mainstream dans notre approche de la muscu. Que ce soit du street workout, que ce soit du crossfit, de l'entraînement au poids du corps, du fitness. Genre, nous, on est ouvert à tout ça, tu vois. On aime bien pratiquer un peu tout, même si notre truc de par le temps, c'est devenu la muscu vraiment en salle, pousser des charges, tout ça. Mais tu vois, on n'est ni dans la force athlétique, ni dans la compète de bodybuilding. Voilà, nous, c'est vraiment la muscu, le fitness au sens large et mainstream. On veut Tu vraiment vois, parler à tout le monde avec des termes que bah, qui le parle à tout le grand monde, public quoi. peut Bien comprendre. Ouais. sûr, bien sûr. Tu vois, ce qui est grave intéressant chez vous, c'est qu'au final, en fait, vous n'avez pas créé un truc qui vous ressemblait pas. C'est juste que vous avez mis en branding, tu vois, en business, votre mode de vie, vos kiffs, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Comment vous avez fait au départ pour... Est-ce que vous avez lancé le truc de manière très innocente, dans le sens où il n'y avait pas forcément de modèle, tu vois, si tu me dis à l'époque, il y avait Rudy et Fitness Smith, là, c'est vraiment pas des mecs qui vous ressemblent, avec tout le respect que j'ai pour Rudy, c'est pas du tout le même travail que vous. Non. C'est des gars qui sont plutôt, voilà, enfin, Rudy, il est plutôt en recul, il va pas forcément montrer sa vie, etc. à côté. Comment vous avez fait pour lancer le truc? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes ou autres ou voilà, ça s'est fait naturel comme ça, petit à petit? C'est venu très naturellement. Alors, au début, c'était très, enfin, on va dire, c'était professionnel, des thèmes, conseils, astuces, entraînement, musculation, fitness. Et c'est venu au fur et à mesure on a montré un petit peu notre vie. Alors, quand je dis on a été inspiré par personne du fitness parce que ça se faisait pas, mais les vlogs, ça a commencé dans le milieu de la beauté. Tu vois, c'était les youtubeuses beauté, tout ça, avec qui on a fait beaucoup de collabs à un moment donné. Moi, j'ai une cousine qui est youtubeuse. Et puis, en fait, on connaissait pas mal la sphère des youtubeuses beauté parce que, bon, on en avait rencontré une, deux, puis on avait fait des soirées, des événements, des machins. Donc, du coup, on connaissait un peu les meufs qui étaient là-dedans. Et en fait, le concept de vlog, on trouvait ça sympa dans le sens où c'est un peu comme une télé-réalité, sauf que tu montres ce que tu veux, tu contrôles ton image. Ce que tu n'as pas envie de montrer, tu le cut. Ce que tu as envie de montrer, tu le montres. Et surtout, ça te montre dans ton vrai environnement. Et c'est toujours facile de faire des vidéos en disant, ouais, mange ça, fais ça, entraîne-toi 5 fois par jour, fais ci, fais ça. Et puis, tous les gens qui vont regarder vont dire, ouais, ok, c'est facile, mais lui, il a le temps, ou lui, c'est son métier, ou lui, machin. Alors que quand les gens te voient appliquer les conseils que tu donnes, sans même leur donner le conseil, ils vont plus le faire que si tu leur dis, fais ci, fais ça. Et ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure du temps, c'est que même des programmes, je ne vends pas de programme en disant achète mon programme, c'est le meilleur, regarde ce que j'ai fait avec mon programme. Je vais vendre mon programme parce que les gens, ils me suivent, ils savent vraiment que je m'entraîne comme ça, je mange comme ça. Et ben, si moi-même je suis mes propres conseils, si moi-même je fais ça et j'en arrive à tel résultat ou tel résultat, c'est que forcément ça doit fonctionner. Donc, je vais faire la même chose. Et puis voilà, en fait, on voulait aussi démocratiser la muscu qui, en 2012, a une image un peu ringarde. Tu vois, le bodybuilding en 2012, c'est un peu un truc de ringard, tu vois. Petit string, posing, un peu par des mecs qui souvent on fait passer pour des débiles. C'est pas qu'ils le sont, mais c'est souvent dans les médias mainstream, ben, on les prend pour un peu pour des cons, tu vois. On aime bien se moquer d'eux dans les tellement vrais, dans des trucs comme ça. Et du coup, en fait, nous, on voulait montrer que tu peux faire de la muscu, être un jeune, partir en vacances, rigoler avec tes potes, faire un burger, des frites s'il faut, et puis t'es pas un extrémiste, ta vie, c'est pas la muscu, mais tu intègres la muscu dans ta vie. Et puis tout ça, c'est vraiment le côté lifestyle pour nous. Tu ne pouvais pas le partager si tu ne partageais pas, entre guillemets, un peu ton train de vie. Après, tu montres ce que tu as envie de montrer, tu enlèves ce que tu n'as pas envie de montrer, et chacun a ses propres limites. Je ne pense pas qu'on soit allé trop loin ou tu vois. Enfin, peu importe. En tout cas, on a fait des trucs qui nous ressemblaient et du contenu que moi, personnellement, j'aurais envie de regarder. Tu vois, quand je montais une vidéo, parce qu'on montait toutes nos vidéos à l'époque, quand je montais une vidéo, bah, je montais une vidéo qui me faisait plaisir. Tu vois, donc voilà, franchement, c'est venu petit à petit et c'était pas calculé, c'était pas un plan de com où on n'a pas pris un tel ou un tel. Tu vois, maintenant, si je devais te donner
un mec dont j'aime bien le contenu, mais en fait, je le regarde même pas. J'ai regardé quelques fois et je trouvais que c'était sympa et je me suis dit, bah, voilà ce qui est bien à partager. Et c'est vrai que côté business, on devrait le montrer aussi un petit peu ou quoi, machin. C'est Christian Guzman, c'est un Américain qui est dans la muscu, qui a une marque de sable et en fait, qui a beaucoup partagé ben, ses aventures entrepreneuriales, ses échecs, ses réussites, tout ça. Et voilà, je trouvais que son contenu, il était bien, mais je l'ai découvert après même que nous, on ait commencé à faire des vlogs. Donc, ça m'a donné quelques idées parce qu'en fait, à un moment, on a mis très longtemps à parler de business. On a commencé peut-être il y a 2 ans à parler un petit peu de business, alors que ça a toujours été l'entrepreneuriat, ça a toujours été notre métier, hein, tu vois. Ouais, mais c'est tabou aussi en France, tu vois. Voilà, c'est tabou. Et du coup, en fait, déjà, nous, on ne se sentait pas légitime. Mais bon, au fur et à mesure du temps, avec les projets qui ont avancé, l'expérience, tout ça, les gens qui nous ont demandé, on a commencé à partager un peu plus aussi ce côté-là de notre vie. Et puis après, ben, moi, j'ai une femme qui est influenceuse. PJ, bon, malheureusement, il divorce, mais sa femme aussi était influenceuse. Du coup, nous montrer sur les réseaux, ça ne posait pas vraiment de problème. Pour mes enfants, bah écoute, je montre mes enfants, ils sont nés, voilà, je les montre dans des situations, bah, soit qui sont marrantes, soit qui sont inspirantes, soit qui peuvent aider d'autres parents. Je pense pas avoir une image qui peut leur porter préjudice dans le futur. Et puis, même si un jour ils veulent sortir des réseaux, ils veulent plus apparaître, bah, ça sera leur choix et il y aura pas de souci. En plus de ça, moi, je pars déménager à l'étranger, dans un endroit où personne ne me connaîtra. Donc, euh, donc voilà, les limites, on se les fixe nous-mêmes, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. Moi, je connais des gens qui ne montraient pas leur enfant, ils se sont mis à les montrer, d'autres qui le montraient, qui ont arrêté. Chacun fait ses choix, tu vois. Mais après, on a la chance depuis toutes ces années d'avoir un public qui s'est écrémé, entre guillemets. C'est que on n'a pas de haters dans notre communauté. Les gens qui nous regardent maintenant, qui nous suivent, pour la plupart, c'est qu'ils aiment ce qu'on partage, ils aiment le train de vie, ils donnent toujours leur avis. Il y a des trucs qu'ils aiment plus que d'autres ou quoi. Mais je vais pas faire une vidéo et je vais me faire descendre. Depuis le temps, on a des gens qui nous ressemblent et qui ont un peu les mêmes valeurs et qui nous connaissent. Même si demain, je vais balancer une phrase comme ça qui peut être mal perçue, bah, les gens, depuis le temps, ils me connaissent, ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière, que si je dis ça, c'est qu'il y a des raisons, etc. Mais en tout cas, C'est, voilà, ouais, c'était pas calculé, c'était pas un plan de com. On n'a pas été planifié sur des années comment on allait développer tel ou tel truc. On est plus on fonce et parfois peut-être un peu trop vite que dans le calcul, on va dire, des actions qu'on va faire. tu vois, au final, ce qui coïncide avec les gens qui réussissent, c'est souvent qu'ils ont ce mode de fonctionnement. Tu vois, tu te lances et si ça marche pas, au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu perds un peu d'oseille, tu perds un peu de temps. Et la plupart du temps, ça fonctionne au final. Là, si tu devais calculer ce qui a raté et ce qui a fonctionné, il y a plus de trucs qui ont fonctionné que de choses qui ont raté. Ouais, ou même peut-être autant, tu vois, mais quand ça fonctionne bien. Et quand ça fonctionne pas, c'est rarement des échecs totaux. Mm. On en a eu par le passé. Et puis, tu sais, depuis 2010, on est diplômé. Donc, depuis 2010, on est à notre compte. Donc, oui, on en a eu des échecs avant YouTube et même depuis le début de YouTube. Après, c'est vrai que ces dernières années, ben, on a réussi à mieux gérer, mais aussi tu gères Ouais, des plus c'est plus gros structuré budgets, des aussi. plus gros Ouais, projets, c'est plus il y a plus de structuré. structure maintenant, Voilà, peut-être. bien sûr. Vous, à partir de quel moment vraiment vous vous êtes dit, enfin, encore une fois, tu vas me dire, je pense que ça s'est fait naturellement, que c'était plus juste la marque Bodytime, tu vois, la société Bodytime, c'était aussi vos images à vous deux, toi, Alex, PJ lui-même, tu vois, vraiment, où les gens sont attachés à vous, à votre image. À partir de quand ça s'est passé, peut-être pas au premier plan, tu vois, mais aussi au moins au même plan que Bodytime. Vous avez monté une autre chaîne YouTube avec Alex et PJ où vous faisiez des délires entre vous, voilà, des expériences de vie, tu vois, qui sont toujours intéressantes à regarder. À partir de quand vous vous êtes lancé là-dessus et quel était au final le retour des gens? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de mettre en lumière, on va dire, votre vie, sachant que ça se voit que c'est pas joué, tu vois, c'est des trucs juste de votre vie quotidienne qui peuvent paraître peut-être
bah, hors norme pour certains, parce que peut-être quand vous allez faire, je sais pas, de la motocross ensemble, les gens se disent, ouais, moi, j'ai pas le temps de le faire, machin. C'est juste parce que vous prenez le temps de le faire, tu vois, et le travail t'a amené là. Comment vous avez réussi à mettre ça en place et voilà, quels ont été les retours des gens là-dessus? Bah, en fait, tu l'as abordé tout à l'heure, mais en fait, notre principe, depuis le début, c'est avant tout de kiffer. Avant tout de kiffer. Et dès qu'on a un kiff, une passion, on se dit, bah, quand tu kiffes faire un truc, tu as envie de le faire le plus souvent possible. Et si ce truc, bah, il peut remplacer, entre guillemets, ton travail, bah, c'est le jackpot. Tu vas faire que ce que tu aimes, ça va te rapporter de l'argent et les gens vont kiffer, tu vois. Donc, en fait, c'était dans ce sens-là, la chaîne Alex et PJ. C'était, OK, on kiffe faire un max de trucs. Quand on met un truc un peu qui sort du fitness ou de la muscu, bah, tu as des mecs qui se disent, ouais, moi, je suis là pour suivre des trucs de fitness et tout. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire une chaîne à côté. Ceux qui veulent la suivre, il y aura de tout, sauf de la muscu. On va faire des trucs qu'on kiffe. Et si derrière, on peut rentabiliser, eh ben, on trouvera une manière de le rentabiliser d'offrir quelque chose. Enfin, demain, tu vois, je kiffe faire de la motocross. Je sais que je pourrais jamais rentabiliser cette passion-là. Enfin, il y a pas, enfin, je vois pas d'ouverture dans ce sens-là. Pareil pour le parachute, pareil pour le snowboard ou le wake, tu vois. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, on a kiffé un peu faire des sports de combat en amateur, sans aucun niveau, machin. Boum, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire une petite série. Tac, on est parti en Thaïlande. Tu vois, on essaye vraiment toujours de mêler le kiff avec les projets et que les projets, en fait, nous apportent quelque chose. Si c'est pas un gain financier, ça va être du contenu de qualité ou ça va être je sais pas, moi, enfin, ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, cette chaîne-là, on l'a juste faite pour pouvoir se faire kiffer. Tu vois, demain, ça, je mets ou porte. D'ailleurs, c'est pas le cas, c'est nous qui contactons les endroits ou les trucs qu'on veut faire. C'est une chaîne sur laquelle on monétise pas spécialement. Mais en tout cas, on se sert aussi de notre communauté, de notre visibilité pour pouvoir faire des activités ultra kiffantes et que ça réponde présent en face, que ça ne nous coûte pas énorme de temps ou d'oseille, qu'on ait un peu des facilités, etc. Et ouais, cette chaîne-là, franchement, à la base, c'était que pour le kiff. Petit à petit, bah, on a partagé d'autres trucs. Notamment, on a créé un club d'entrepreneurs. Donc, sur cette chaîne-là, on a pas mal échangé sur l'entrepreneuriat avec des mecs du club, etc. On en a fait la promotion, tout ça. Maintenant, c'est en place, c'est carré. Le club, il tourne. On est là pour le développer, etc. Mais voilà, quand on a d'autres projets, quand on a d'autres trucs, on le partage sur cette chaîne-là, qui a été un petit peu en stand-by ces derniers temps, tout comme la chaîne Bodytime aussi, d'ailleurs, où on a fait des vidéos quand même de manière régulière, mais Oh, ça a un peu repris là. moins investie. Là, ça a repris, mais c'était un peu moins. Ça commence à reprendre parce qu'on en met en stock et tout. Mais, euh, mais oui, là, je veux dire, ça fait je pense, allez, facile 3 4 ans qu'il y avait énormément de projets annexes, des enfants qui sont arrivés, des maisons, des travaux, plein de changements dans les vies qui ont fait que ben, le contenu s'est passé au quatrième ou cinquième plan quand aujourd'hui ça revient au premier plan et parce que c'est l'époque qu'on a préférée, c'est ce qu'on aime le plus faire et je pense que c'est ce qu'on a envie de faire bah, à partir de maintenant et pour la suite, c'est vraiment développer nos réseaux, nos concepts en faisant des trucs qu'on kiffe en fait, en étant vraiment nous-mêmes, en donnant notre avis sincère, que ça plaise pas. À un moment donné, on s'est rendu compte et je pense ça, tu mets du temps, tu vois, tu veux toujours plaire à tout le monde, tu veux froisser personne, tout ça. À un moment donné, il faut être soi-même, il faut dire un peu, faut donner un peu de tes opinions sur les trucs. Et voilà, ça va arriver là petit à petit. Je peux pas tout dire, tout dévoiler, mais on a pas mal de nouveaux concepts qui arrivent. On a un, un nouvel associé aussi dans l'équipe qui arrive avec beaucoup d'idées. On a une équipe qui se restructure, tout ça. Donc, ouais, le contenu, c'est vraiment notre focus pour 2022, 2023 et pour la suite. Bien sûr, il y a toujours des projets annexes, mais là, avant tout, en fait, on a fait en sorte de structurer nos équipes
pour pouvoir nous vraiment se dédier à ce dont on est bon, c'est le contenu et trouver des nouvelles idées. Parce que quand tu as la tête dans le guidon et que tu es toujours dans les projets, dans le jus, tout ça, Ouais, les idées viennent bah, pas. les idées, elles viennent pas, tu n'es pas original, mais tu veux l'être quand même. Du coup, ben, tu tâtonnes un peu, puis ça te ressemble pas, etc. Du coup, en fait, nous, les meilleures idées qu'on a eues, les meilleurs concepts qu'on a sortis, ça a toujours été dans des moments Où tu es festifs libre. ou de Ouais, c'est ça. vacances où on est libre. Bah, j'ai la chance que PJ ne soit pas que mon associé, c'est mon ami, que je pars tous les étés, toutes mes vacances avec lui. Et à chaque fois qu'on a eu une bonne idée, c'était en vacances. Donc, du coup, on focus aussi sur les vacances. Ah, tu vois, c'est intéressant, on en avait discuté vite fait. Moi, je suis associé avec mon meilleur pote aussi sur Training Therapy, on est deux. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand tu as la tête libre et que tu penses à autre chose et que tu n'es pas forcément focus sur le travail, que les bonnes idées, elles viennent et tu te dis, putain, mais pourquoi j'avais pas eu cette idée avant? C'est juste parce que Exact. tu avais la tête dans le guidon. Est-ce que, j'ai 10 000 questions qui viennent là avec tout ce que tu as dit. Est-ce que entre vous deux, il y en a un qui est plus créateur, tu vois, qui vraiment qui a les idées que l'autre, ou est-ce que c'est des idées qui viennent de vous deux? Je sais que voilà, chacun a sa personnalité différente et il y a des gens qui sont plus, tu vois, artistes ou créateurs qui ont les idées qui viennent comme ça naturellement et d'autres qui sont plus bons pour les appliquer. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a souvent les idées? Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que l'autre, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, c'est vrai qu'on n'est pas pareil. On se complète bien, je pense. Moi, je suis plus dans la création. J'ai plus un profil artistique, entre guillemets. Euh, et PJ, il est plus dans l'action. Et l'action-réaction, tu vois. Dans le sens où PJ, il est capable d'abattre un volume de travail très important, d'être plus organisé que moi, de mieux planifier les étapes d'un projet et tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, mais après, ça peut être l'inverse sur certains projets. Il a des super idées aussi. En fait, on est complémentaires. En général, une idée, ça part d'une idée de base et de cette idée de base, il se rajoute plein de trucs que lui, il va penser. Puis après, moi, sur ce qu'il va dire, je vais rebondir sur un autre truc. Et bref, il y a plein de trucs qui vont s'enchaîner comme ça. Et en fait, là où il est très fort PJ, c'est que avant même qu'on ait raccroché, il a déjà entamé la première action du projet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un de très réactif et de très productif. Moi, je suis plus lent. Je suis plus lent à la réaction. Je suis moins bien organisé. Mais après, j'ai peut-être un petit peu plus d'idées. Mais je te parle quand ça touche le domaine artistique. Mais après, encore une fois, hein, il peut y avoir des Ouais, trucs ça peut où je varier, vais ouais. être mieux organisé que lui et d'autres trucs où il va avoir des meilleures idées que moi. Mais voilà, d'une manière générale, je dirais que j'aime bien, tu vois, ça me dérange pas de me poser, de réfléchir, d'écrire des voix off, de me mettre dans mon studio, de faire un petit truc, un petit essai, un petit machin, d'aller checker un peu, chercher des nouveautés, tout ça, tu vois. Alors que c'est un travail un peu ingrat parce que des fois, tu peux y passer 2, 3 heures et puis t'as pas d'idée ou voilà. Et je pense que c'est un truc, lui, ça peut un peu le saouler. Lui, il est bon quand ça vient sur le moment. Quand il faut se caler devant une feuille et réfléchir à des idées, je pense que ça le gonfle très vite. Voilà. Ok. J'ai déjà la réponse à ma question, mais est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul une entreprise globale, hein, pas juste une société, une entreprise, hein, une création comme vous avez fait autour de tout ce que vous avez fait? Tout seul, bah, en ayant, on va dire, une image publique seule, comme par exemple Thibaut, je pense que c'est possible. Mais si tu n'as pas d'équipe avec toi, non. Si tu n'as pas une équipe, tu vas être limité à un moment donné. Il faut déléguer à un moment donné. Tu vois ce que je disais là, si nous, on peut se remettre à fond sur le contenu, c'est parce qu'on a une équipe, des gens. Tout ça, il y a une machine à faire tourner. Il y a énormément on va dire, de support à apporter à nos clients, à nos followers, à nos abonnés, les commentaires, tous les réseaux sociaux, tout ça. Il faut tout gérer. Les sites internet, on en a plusieurs, les applications, tout ça.
Donc, en fait, si tout ça, tu n'as pas une équipe pour gérer et tu n'as pas des gens qui sont sérieux avec toi, ça me paraît très compliqué. Moi, j'ai jamais vu des gens qui réussissent vraiment tout seul, tu vois. Après, être une figure publique seule, ouais, ou un influenceur, ouais, mais tu vois, les mecs, ils ont quand même des agents, ils sont dans des agences où ils ont des managers, des trucs comme ça en général, tu vois. Il y en a très, très peu qui y arrivent, mais ça me paraît quand même compliqué. Je suis plutôt d'accord. Est-ce que tu as une idée actuellement, je sais pas si tu peux nous dire si tu as une idée là-dessus, mais de combien de personnes tous les deux vous employez à temps plein ou vous sous-traitez à temps plein, tu vois, qu'on ait une idée vraiment ouais, moi j'appelle ça un empire, tu vois, quand des entrepreneurs réussissent comme ça à créer des communautés aussi grosses, tu fais travailler des gens et tout, c'est incroyable au final. Enfin, vraiment, le fait de donner du taf à quelqu'un, moi je trouve ça juste exceptionnel. C'est peut-être un but d'une vie, tu vois. Combien de personnes vous faites bosser? Bon, alors, c'est gentil, merci. Bon, Empire, je pense qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas, on le vise. Et, et je pense que maintenant, on a un peu le temps, la vision et un peu toutes les armes pour pouvoir réussir depuis le temps. Et vu que dans nos vies aussi privées, bah, ça s'est calmé. Parce que des petits-enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, mais J'ai pas d'enfant, mais c'est, je me doute que ça doit être fatigant. Ouais. c'est très, très fatigant. C'est très prenant aussi en temps et en énergie. Et c'est pas quelque chose qu'on voulait mettre de côté, tu vois. Donc merci pour ça. Mais ouais, les gens le nombre de personnes qu'on fait travailler, bah alors c'est très aléatoire parce que quand il y a des lancements de projets, il y a beaucoup plus de gens. Mais c'est pas la folie non plus, tu vois. Ça doit être entre 10 et 15 personnes, vraiment à temps plein. Mais c'est énorme. Ça veut dire que voilà, c'est tout ce que tu produis, au final, les gens se rendent pas compte, mais il y a quasi une vingtaine de personnes qui bossent dessus derrière. C'est Ouais. énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Tu vois, c'est très intéressant de dire que tu es parti en 2012. Vous étiez tous les deux à faire des petites vidéos avec un téléphone et maintenant, voilà, ça fait bosser 20 personnes. Donc, je trouve ça assez incroyable et franchement, félicitations pour ça. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure pour pas que j'oublie. Tu as parlé de votre expérience en Thaïlande là, pour le combat de boxe thaï, qui était un passage que peut-être les gens n'ont pas forcément tous suivi, ceux qui écoutent. Mais je vous invite à aller regarder les vidéos. C'était grave intéressant. Moi, j'avais suivi à l'époque. Je sais plus c'était quand. C'était en 2000. C'était avant le Covid. C'était quand? Juste avant le Covid, ouais. Ouais, juste avant. Alors moi, je suis combattant, donc je sais ce que c'est que de monter sur un ring ou sur un tatami. Faut avoir les couilles de le faire. Quand tu es conditionné pour ça depuis petit, ça va, ça devient normal. Mais les gens se rendent pas compte que si tu viens pas de là, ça peut être difficile. En plus, dans un pays, t'es pas chez toi. C'est quand même un sport qui est risqué, mine de rien. C'est pas, il y a des protections, mais c'est pas non plus. Tu peux vite te faire découper la tête. Euh, Comment tu as vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement parlant? Et comment tu as vécu l'engouement autour de tout ça, qu'il soit bon ou mauvais au final? Parce que, bon, comme d'hab, hein, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ça, vous êtes habitués depuis le temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Déjà, je pense que c'était une des épreuves les plus difficiles physiquement de ma vie et, une pression que j'avais jamais eue. Pour plusieurs choses. La première, c'est que ben, c'est pas mon sport. La deuxième, c'est que je suis arrivé malade en Thaïlande, mais vraiment super malade. Et il fallait que je perde du poids. Du coup, je me sentais un peu faible. On s'entraînait 4 5 fois par jour. Et j'ai eu 5 jours pour m'entraîner, pour faire un vrai combat dans un stadium à Koh Samui. Et on était en main event avec PJ. Lui, c'était vraiment le tout dernier main event, tu vois. On combattait des Thaïlandais qu'on ne connaissait pas. Euh, et on a annoncé à l'avance, on sortait une vidéo. Enfin, quand on sortait la vidéo, c'était la journée de la veille. Donc, en fait, il n'y avait pas de marche arrière. On ne pouvait pas dire, bon, bah, si on se fait éclater, si on est ridicule, on ne sort pas la vidéo. On avait prévenu, les gens suivaient ça en temps réel, enfin, avec un jour de décalage. Donc, grosse pression, bah, parce qu'on est des hommes et parce que bah, je n'ai pas envie de perdre, encore plus. Même si c'est un sport de combat, que ce n'est pas mon sport de combat, bah, ça reste, entre guillemets, une bagarre. Euh, je veux dire, dans la vie de tous les jours, je me suis jamais fait éclater et ça me faisait chier de me faire éclater devant des milliers de personnes pour la première fois que ça
m'arrive dans ma vie. Voilà. Euh, Ensuite, il y a eu un engouement, comme tu l'as dit, bon ou mauvais. Bah, bien sûr, on retient le positif, c'est que ça a fait énormément de vues, ça a fait parler de nous, ça a diverti les gens. Après, les gens qui disaient ouais, que c'était truqué, tout ça, bon, je pense qu'ils ne connaissent pas les sports de combat. Ceux qui disent que c'était des chèvres en face de nous, ils ont sûrement pas tort. Mais il faut savoir que nous, on était vraiment débutants, que les mecs, c'est des mecs qui avaient des 200, 300 combats. Alors, ok, c'est pas des tueurs, loin de là, mais c'est des mecs techniquement qui étaient bien au-dessus de nous. C'est pas une vraie bagarre, tu as des gants, tu as des règles, tu peux te faire ouvrir, il n'y avait pas de protection, donc il n'y avait pas de protection au coude, rien du tout, ni aux genoux, ni les tibias, rien. Donc on pouvait se faire ouvrir à tout moment. C'était des mecs, bah, c'est leur métier. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en Thaïlande, quand tu n'es pas un grand champion, mais que la boxe thaï, c'est ton métier, que tu gagnes ou que tu perdes, tu prends le même cachet. Les mecs, ils veulent combattre régulièrement. Ils ne sont pas là pour se faire arracher la tête. Si en face, ça cogne un petit peu, je veux dire, ils vont abandonner plus vite que toi s'ils voient vraiment que tu es déterminé. Parce que eux, ils ont un autre combat à faire 2 ou 3 semaines plus tard et qu'ils ne sont pas là pour se prendre des coups puissants. Parce qu'on restait quand même des mecs puissants pour eux, tu vois. Je veux dire, on a quand même de la force, de la vitesse, machin. On sait quand même mettre un coup. Donc, voilà, on a eu la chance aussi que les mecs, c'était pas des chaos techniques, hein. Ils ont abandonné, mais voilà, sur des low kicks, sur des. Mais ça a été tendu pour nous, hein. On a eu des coudes qui sont passés ici et là. Moi, j'ai pris un KO debout, je suis pas tombé, mais j'ai vu les étoiles. PJ, il est tombé un coup. Voilà, c'était très dur physiquement parce qu'on s'entraînait 4, 5 fois par jour. Comme je te dis, j'étais malade. PJ, 5 jours avant, il fait un accident de scooter, il s'est tout raflé. Après, voilà, on n'est pas du genre à se plaindre dans les vidéos, tu voyais pas ça. On n'était pas là en train de dire, ouais, on est fatigué, ouais, on a mal, ouais, si, ouais, ça. Mais c'était très dur. Mais en même temps, c'est un souvenir incroyable et une fierté de ouf, tu vois, à la fin du combat, d'être allé jusqu'au bout, tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu as un stress comme ça, moi, je suis arrivé avant le combat, avant le gong, avant même que le combat démarre, je dois être à 180 BPM. Mon cœur, il va exploser, tu vois. J'ai jamais vécu ça. Koh Samui, la Thaïlande, il y a beaucoup de Français, hein. Il y avait une vingtaine de Français qui étaient venus exprès pour voir Alex et PJ, voir ce que ça allait donner. Il y avait du monde dans la salle, les mecs qui parient, tu vois, la petite musique. Tu as tous les combats avant toi, ça monte la pression, tout ça. Donc, ouais, c'était très, très fort comme expérience. Moi, j'en suis super fier. Moi, au fond de moi, je sais ce que j'ai vécu. Comme tu disais, il faut avoir les couilles de le faire. Il y a Moi, je connais des dizaines de mecs qui font des sports de combat depuis petits. Ils ne sont jamais montés sur un ring de manière officielle. Et d'autres, bien sûr, ils ont ça dans le sang, ils ont fait depuis tout petit et puis ils y vont. Mais voilà, je trouve ça petit, en fait, de parler, surtout quand c'était des mecs, parce qu'il y a eu une ou deux personnes des sports de combat qui ont voulu faire un peu du buzz là-dessus et nous critiquer. Mais la plupart des mecs, des vrais mecs qui font du sport de combat, bah, ils nous ont tous envoyé des messages, ils nous ont tous félicités, bah, pas pour notre prestation ou notre technique, Pour la mais prise de risque, ouais. pour la prise de risque et d'être Mhm. monté, tu vois. Mhm. Je connaissais pas Greg MMA à l'époque, mais envoyé un grand message, à PJ aussi. Ouais, les gars, vous avez des grosses couilles, franchement, Mhm. chapeau, et ci et ça. Bien sûr, c'était de la bagarre, bien sûr, c'était pas beau à voir, mais on a bien aimé suivre l'aventure. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, même si c'était très dur, même si c'est une expérience que je referai vraiment les yeux fermés, tu vois. D'ailleurs, on avait pour idée de faire le même concept, mais avec du jiu-jitsu brésilien et de partir au Brésil avec Foued pour faire ça. Stylé. Si ça se fait, c'est très, très stylé. Mais au final, ce qui ressort de tout ça, tu vois, encore une fois, c'est l'authenticité de ce que vous faites. Et ça plaît aux mecs authentiques comme Greg, par exemple, qui est un super type. Tu vois, ça transpire la réalité et on sait que c'est pas truqué. On sait que, voilà, tu t'es lancé dans l'aventure, donc forcément, tu vas aller jusqu'au bout parce que tu es jusqu'au boutiste, tu fais les trucs jusqu'au bout. Et pour moi, gros respect d'avoir fait ça. Franchement, c'est très, très stylé. Et au final,
ton entreprise entrepreneuriale qui te permet, tu vois, d'arriver à ça, à te faire des kiffs et des aventures d'une vie comme ça, parce que tout le monde n'a pas forcément ni les couilles, ni la chance, ni l'opportunité de le faire. Et vous provoquez des trucs. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très stylé, ce genre d'aventure. Moi, je suis un grand fan de Ouais, ce ouais. genre de trucs. Donc Ben, franchement, ça nous a coûté de l'argent pour risquer de se faire arracher la tête, tu vois. Donc, elles ont dit quoi, vos meufs, à l'époque, quand vous êtes partis? bah, écoute, pas grand-chose. Non, moi, ma femme, elle me laisse, enfin, je veux dire, elle me laisse. À moins que ce soit vraiment, enfin, je veux dire, je risque pas la mort non plus, tu vois. Je risque de me faire balafrer. Voilà, si je pense que par exemple, quand je vais sauter en parachute, ça l'a fait un peu plus chier que Hmm. le combat en Thaïlande ou même la motocross peut-être. Mais voilà, moi, j'ai toujours été très libre dans mes pratiques, dans tout ce que je fais. Bien sûr que je pense qu'elle a peur un peu. Après, elle sait que je suis pas quelqu'un non plus de, on va dire, tu sais, enfin, je mesure les risques aussi quand même. Ouais, tu sais t'arrêter quand il faut, quoi. Ouais, voilà, je pense savoir. J'aime bien les risques. J'aime bien prendre des risques, mais pas des risques pour ma vie non plus, quoi. Par Hmm. exemple, j'adorerais faire du base jump, mais vraiment, Ouais, c'est ou, chaud, ça, hein. mais je le ferai pas parce que je sais que c'est trop risqué, tu vois. Hmm. Puis il y a le base jump et puis il y a le, la combinaison, tu sais, avec les ailes. Ouais, Donc, ouais, ça, c'est des trucs. c'est tendu, ça, hein. Après, quand Ouais, tu vraiment. sautes en parachute, c'est l'étape que tu as envie d'approcher quand même, tu vois. Hmm. Sauf que tu peux très bien le faire dans les airs, sans aucune falaise, sans raser les murs, sans. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là et puis je ferai pas de base jump, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est Ouais. déjà pas mal. Donc, on a bien capté que bah, tout ce que vous avez entrepris, au final, c'était un kiff à la base et ça s'est fait naturellement. Tu vois, c'est ça qui est cool en équipe, en famille. On peut dire que PJ, c'est la famille, je pense, pour toi. Et que voilà, tu peux quand même vivre des choses assez extraordinaires en alliant le fait que ce soit ton taf et aussi un truc où tu prends vraiment du plaisir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui te limite encore actuellement pour atteindre le goal life, vraiment le truc au max là? Qu'est-ce qui te manque actuellement? Eh ben, il me manque mon déménagement. Je vais déménager à l'île Maurice parce que j'ai envie de l'aventure, hein. Il y a une vidéo que j'ai fait qui va bientôt sortir sur YouTube, mais en gros, j'explique un peu pourquoi je décide de m'expatrier. Il y a plein de raisons. La météo, le lifestyle, la fiscalité, l'aventure, et puis que mes enfants voient autre chose aussi. Donc, il me manque ça, mais c'est en cours parce que je vais déménager en septembre 2023. La maison est livrée en septembre 2023. Et franchement, il me manque pas grand-chose. Il me manque juste l'aboutissement de ce dont sur quoi on est en train de travailler depuis plusieurs mois, qui est le contenu, etc. Et revenir à fond sur les réseaux et avoir une bonne mécanique bien huilée sur les réseaux avec des concepts forts qui marchent bien, où je vais pouvoir aller faire aussi des collabs avec des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime bien, et puis, et puis des gros budgets pour des grosses activités. Voilà, comme la télé-réalité qu'on a fait, tu vois, c'est des concepts et des trucs qu'on a envie de développer. On a envie d'en refaire une autre, mais qui serait différente. Du coup, pour ça, il faut que qu'on booste à mort nos réseaux. Et voilà, il me manque que ça. Franchement, il me manque pas grand-chose dans ma vie. Je touche du bois, tu vois, je suis en bonne santé. Mes enfants aussi. Je fais un travail que j'aime. Voilà, j'ai ma famille autour de moi, tu vois. Bon, j'ai perdu mon père il y a peu de temps, mais je veux dire, ça peut pas être un goal life, quoi. On peut rien y changer. Du coup, la seule chose qui me manque, c'est ça, tu vois. Sinon, je demande rien d'autre. Je demande rien d'autre que profiter de ma famille, faire des projets que j'aime. Ça, c'est le contenu. C'est vraiment la création de contenu. Ça, c'est vraiment faire que ça de mes journées. Pour moi, ça m'irait. Pas faire du tout des papiers, pas faire de logistique, pas rien organiser, juste trouver des concepts, créer, aller tourner, passer du bon temps, rencontrer des gens, voyager.
franchement, voilà, je pense être privilégié. Après, on a travaillé pour avoir ce privilège aussi. Du Ça, coup, c'est je veux sûr. juste développer, je veux juste qu'on continue à développer ce qu'on est en train de faire et je demande rien d'autre. Un petit bateau, même un moyen bateau, voire un grand bateau. Mais voilà, ça sera là-bas à l'île Maurice. Et puis, bien sûr, côté financier, ben, faut toujours un peu plus, tu vois. Comme là, je déménage loin de la France. Donc, moi, je suis très famille. Et s'il faut revenir souvent avec toute la famille, envoyer des billets à ma famille pour qu'ils viennent me voir souvent, tout ça, avoir un beau bateau, des belles motos, des belles voitures. Ouais, je suis pas très extrêmement matérialiste, mais il y a des trucs que j'aime bien, tu vois, les voitures. Et en plus, malheureusement, les trucs que j'aime bien, c'est des trucs très chers. Donc, c'est les voitures, c'est les motos, c'est les voyages. Donc, pour tout ça, pas compter, en fait. Pas, je suis pas à un point où je peux me dire, ah non, je m'en fous, je vais là-bas, je fais. Tu sais, tu fais quand même un peu gaffe, quoi. Donc, je Ouais, voudrais forcément. vraiment pouvoir Forcément. aller dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment, avec qui je veux, sans regarder ni les billets, combien ça va coûter, ni combien de personnes je peux amener avec moi, l'hôtel, combien il va coûter, machin. Tu vois, je veux vraiment gagner de l'argent pour être libre, en fait. Ben, c'est ce que j'allais Après, dire. C'est ce que je dis tout le temps. Au final, l'argent, c'est la liberté. Et tu t'achètes une partie de liberté avec de l'oseille, mais ça s'arrête jamais en réalité. en fait, malheureux, tu peux être le seul moyen, en fait, d'être libre sans oseille, c'est de pas faire partie de la société. Si tu fais partie de notre société, tu veux vivre en société, bah, tu es obligé. Tout coûte de l'argent. Hmm. Donc voilà. Et puis, tu sais, mes enfants, je veux qu'ils soient dans des bonnes écoles, qu'ils mangent bien, qu'ils fassent les activités qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment. Et voilà, tu vois. De leur donner les clés pour qu'ils réussissent ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas. Tu vois, j'espère juste qu'ils kiffent leur life autant que moi, je kiffe la mienne. Le but, c'est ça. C'est de kiffer. Et pour kiffer, malheureusement, tu es obligé d'avoir de l'oseille. T'es obligé. C'est pas possible autrement dans la société actuelle, ça c'est certain. J'aime bien les gens qui arrivent à switcher, tu vois, d'une vie à une autre, même si ta vie, elle va pas forcément changer radicalement quand tu vas déménager. Mais comment tu as pris la décision vraiment de te dire, vas-y, c'est bon, tac, on déménage, on part à l'autre bout du monde, sachant que tu laisses derrière toi, entre guillemets, justement, ta famille, tu vois, ils sont plus loin, il y a le côté proche géographiquement n'est plus là. Comment tu arrives à prendre des décisions qui sont dures, entre guillemets, où les gens, des fois, ont du mal à sauter le pas, tu vois, ils se disent, ouais, non, je sais pas, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, il veut changer de taf, il n'ose pas changer de taf parce qu'il est dans un petit confort et tout. Comment tu arrives à casser le truc et à te dire, vas-y, j'y vais, et puis nique, quand on verra ce qui se passe. Mais c'est pas vraiment difficile. J'ai un tempérament, en fait, qui aime pas la routine et j'aime bien l'aventure. Donc, déjà, ces deux choses font que ça m'a facilité le truc. Les décisions, je les prends très vite. Comme je disais, tout à l'heure, je te disais, PJ, il est plus réactif que moi, mais je pense que je suis plus réactif qu'une grosse partie de la La population. Et population. quand je décide un truc, ça va très vite. Hmm. C'est que lui, il est exceptionnel à ce niveau-là. Vraiment, hein. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, ils te le diront. Il va vraiment très vite. Mais, euh, mais j'ai pris la décision tout simplement un été, il y a 2 ans, pas cet été-là, celui d'avant. Je suis parti dans plein d'endroits en vacances et à chaque fois que j'allais dans un endroit, je tombais la semaine où il faisait pas beau. Du coup, le mauvais temps, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, putain, je vais rentrer de vacances. Ça va être l'hiver. J'aime pas ça. Euh, Ça me fait chier, tu vois. Du coup, tu sais, je commençais à en parler à ma femme. Et puis, nous, on est des entrepreneurs. On est dans une tranche de l'entrepreneuriat où on se fait allumer, mais de chez allumer. Tu vois, la fiscalité française, moi, je suis pour le social, je suis pour le fait qu'on paye des taxes et tout, mais on arrive à un moment donné, c'est trop. Tu te fais taxer en société, puis à titre perso, puis sur les successions, puis sur ci, puis sur les plats plus-value et machin. Tu ne peux pas faire un truc sans te faire fonctionner dans tous les sens. Tu vois ce que tu gagnes sur un programme que tu as vendu tant, ce qui reste dans ta poche, c'est ridicule. Et en fait, tu te dis, en fait, il faut faire des milliards pour, pour en fait avoir le train de vie et avoir vraiment dans ma poche l'oseille que je veux avoir, tu vois.
Du coup, je lui en ai parlé. Je pensais pas qu'elle serait partante parce que, bah, pareil, elle est très famille, elle est très proche de sa sœur. Ma femme, elle a perdu ses deux parents. Et du coup, bah, il y a vraiment que sa sœur, de sa famille de son côté, de qui elle est proche. Et elles sont toujours ensemble, toujours au téléphone ensemble. Elles se voient très régulièrement, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça risque d'être compliqué pour elle. Et en fait, quand je lui ai parlé de ça, et on en a parlé ensemble, elle était grave partante. Du coup, en vrai, partir à l'autre bout comme ça du monde, on s'en fout parce que si ça nous plaît pas, on reviendra. Et si on veut pas revenir en France, on testera peut-être un autre pays. Et en fait, le monde, il est vaste, tu vois. Quoi qu'il arrive, en fait, on va être bloqué nulle part. Jamais d'avis. Et encore une fois, c'est parce qu'on a la chance quand même d'avoir des revenus qui nous le permettent aussi. Parce que tu as toujours un peu de frais à déménager, à revenir, à repartir, à machin. Sauf que, ben, encore une fois, quand on fait un truc, on ne le fait pas juste pour partir. Quand on part, on se dit, OK, comment je peux faire en sorte bah, que mon investissement sur une maison que je vais acheter là-bas, il soit rentable, il soit intéressant. Est-ce que j'achète deux biens? Est-ce qu'il y en a un que je mets en location? Est-ce que, tu vois, il y a plein de trucs. Et moi, j'ai toujours su, en fait, réussir à bah, rentabiliser, comme je disais, des placements, des trucs. Et puis là, je sais très bien que j'ai fait construire une maison qui, au moment de la livraison, vaudra déjà un peu plus que moi ce que je l'ai payé. Donc, même si je veux la revendre, j'aurais fait une petite plus-value, j'aurais vécu une expérience. Et si ce n'est pas le cas, et même si je perds de l'argent, mais ce n'est pas grave. J'aurais vécu, tu sais, on partira avec nos souvenirs, on partira avec nos expériences, on partira pas avec notre oseille. Donc, en vrai, c'est pas grave, tu vois. On a eu beaucoup de pertes financières avec PJ. On a eu la chance d'avoir plus de gains que de pertes, d'une manière générale, tu vois. Et on a travaillé pour. Mais, mais en fait, on a investi et réinvesti et dans des trucs parfois bah, qui nous ont fait repartir à zéro. Mais on n'a pas peur de ça. Franchement, on n'a pas peur de ça. Je sais très bien que demain, j'ai pas d'argent, j'ai plus un centime, j'ai plus un bien immobilier, j'ai plus rien, et ben je me referai d'une autre manière et j'ai assez confiance en moi pour ça, tu vois. En moi, en mon Ouais. équipe et voilà, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur ni de la faillite ni de prendre des risques. Voilà, il y a des gens qui ont peur de ça, mais je pense que t'as un peu ton caractère qui détermine ça, mais tu as aussi ton éducation. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a poussé à prendre des risques. Voilà. Au final, ça paye. Enfin, du moins, tu vis des expériences et des aventures, comme tu l'as dit, qui sont enrichissantes. Donc ça, c'est magnifique. Je pense que ça a bien motivé les gens, tout ce que tu as raconté là. C'est ce que j'attendais. Et je sais que c'est sincère. Alex, je sais que tu n'as pas énorme de temps. On va juste finir par le petit classique du podcast. À la fin, en gros, je te donne une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des mots, des termes sur lesquels toi, tu mets une connotation particulière, qui sont un peu des guides pour toi, qui te ressemblent, ou du moins tu penses que ça dirige un petit peu ta façon de faire et ta façon de penser. Je te file une liste, tu m'en gardes trois. Et parmi ces trois-là, tu vas m'expliquer ce que ça représente pour toi, mais je pense que ça va coïncider pas mal avec tout ce que tu as raconté avant. T'es prêt? Je vais essayer de pas t'en faire 8000, que tu aies le temps d'en retenir trois. Allez, c'est parti. Ambition, amitié, amour, autodérision, autonomie, combativité, courage, créativité, égalité, excellence, famille, fidélité, franchise, humour, intégrité, justice, liberté, pédagogie, performance, santé, travail. Et en dernier, je vais te mettre volonté. Si tu devais m'en garder trois parmi ceux-là, lesquels tu garderais? Je garderai ambition, amour et liberté. C'est quoi la définition de l'amour pour toi? Alors, l'amour, j'ai choisi ça parce que pour moi, ça regroupe l'amitié et l'amour de tes enfants, de ta femme, de tes proches, des gens qui sont autour de toi. Donner un maximum d'amour aux gens que tu aimes, pour moi, c'est vraiment important. Qu'ils le ressentent, qu'ils le sachent. C'est pas
Ça ne veut pas dire être niais ou être là, je t'aime toutes les 5 minutes. Parce que pour moi, ça n'a pas de valeur des mots comme ça qui sont balancés et répétés. C'est pas les gens qui. Tu vois, on dit, il y a l'amour, tu l'exprimes pas vraiment, tu le prouves. Donc voilà, l'amour, parce que pour moi, c'est ce qui guide tout. L'amour de ce que tu fais aussi. Tu vois, il faut aimer ce que tu fais, il faut aimer tes projets. Et pour moi, tu réussis rien quand t'aimes pas. Tu peux avoir. Enfin, moi, on m'a proposé plein de business ultra fructueux, certains que j'ai refusés parce qu'en fait, ils me parlaient pas. Et je regrette même pas, tu vois. Il y a des gens de mon entourage qui se sont fait beaucoup d'argent sur certains trucs. En fait, je regrette pas parce que bah, ça me correspond pas, j'aimais pas ça, il y avait quelque chose qui me déplaisait dedans. Donc pour moi, l'amour guide tout. Ensuite, c'est quoi je t'avais dit T'as dit ambition? ambition, ouais. Ambition qui peut Ouais, être parce mal que vue, hein. moi, Mal vue en France, hein. ouais, ça peut être mal vu, mais pour moi, l'ambition, elle regroupe plein d'autres valeurs qui sont bah, la confiance en soi, parce que pour être ambitieux, pour moi, il faut avoir un minimum de confiance, parce que si tu crois pas en toi, c'est difficile d'avoir de grosses ambitions. Euh, pour moi, quand tu es ambitieux, enfin, tu peux pas juste être ambitieux. Ambitieux, on est d'accord, c'est pas juste dire ouais, je veux être champion du monde de ci, je veux gagner 1 milliard, je veux machin. Ambition, c'est mettre des actions en œuvre pour atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Et plus ces objectifs sont hauts, bah, plus tu vas mettre d'actions en place pour pouvoir les atteindre. Et voilà, pour moi, l'ambition, c'est une vertu et, et je le vois vraiment pas comme une tare ou comme un péché ou voilà. Pour moi, l'ambition, c'est sain. Ça fait partie de la vie et de l'aventure, tu vois. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas vraiment d'aventure. Et inversement, tu n'as pas vraiment d'aventure si tu n'as pas d'ambition. Et quand on parle d'ambition, c'est pas que financièrement, hein. Enfin, c'est pas que financier. Si demain, tu as l'ambition de faire un tour du monde à pied avec un sac à dos, je veux dire, va falloir en vivre des expériences, passer des étapes, etc. Et va falloir y mettre du cœur, tu vois. Donc, l'ambition, pour moi, c'est une valeur que j'ai toujours kiffé et j'ai toujours trouvé inspirant les gens qui en avaient beaucoup. Même quand ils ne les atteignent pas, je trouve que c'est honorable et c'est courageux. C'est pour ça que je n'ai pas mis courageux, parce que pour moi, c'est courageux d'exprimer ses ambitions. Parce que quand tu exprimes tes ambitions, eh ben, tu te mets un peu à découvert et tu risques d'échouer au vu des autres. Parce que quand tu exprimes et que derrière, tu n'y arrives pas, bah, c'est vécu comme un échec, pardon, mais tu as eu le courage de l'exprimer. Il y a plein de gens qui ne s'avouent même pas à eux-mêmes ce qu'ils rêvent de faire. Parce que, ils, ils se disent c'est impossible ou ouais, bah, si j'y arrive, ils seront tous choqués et tout. Mais en fait, tu sais, c'est comme le. J'aime bien cette citation qui dit fais ton travail en silence et ton succès se chargera du bruit ou un truc comme Hmm. ça. Je la trouve super belle, mais d'un côté, si tu n'affirmes pas tes ambitions, eh ben, tu as plus de. Enfin, pour moi, hein, il y a plus de chances que tu n'ailles pas au bout, bah, parce que tu te dis, ah, bah, personne ne le saura, tu vois. Ok, j'ai pas réussi, ok, laisse tomber, ok, si, ok, ça. Mais pour moi, il faut, quand tu exprimes tes ambitions, c'est que tu as du courage, tu vois. Quand tu dis, bah, moi, je veux être. Nous, on a créé notre marque de fitness. On s'est dit, bah, les gens nous ont dit, c'est quoi votre ambition? Bah, vous voulez aller jusqu'où? Bah, l'ambition, c'est de concurrencer Nike. On en est très, très loin, tu vois. Mais l'ambition ultime, c'est ça. Et si on peut arriver jusque-là, on arrivera jusque-là. Et voilà, en fait, tu vois, plus tu as de grosses ambitions, plus tu peux arriver à des bons résultats. Et même si tu n'arrives pas si tu n'es pas champion du monde, eh ben, tu peux être médaille d'argent, médaille de bronze, c'est déjà beau, tu vois. Alors que si tu vises même pas, si tu vises le bronze, tu vas juste être qualifié, tu vois. Et puis si tu vises la qualification,
il y a peu de chances que tu y arrives si c'est ton but ultime. Donc, pour moi, l'ambition, c'est vraiment un moteur. Donc, je t'ai dit l'amour, l'ambition Liberté, tu m'as dit en dernier. Ouais. et la liberté. Et puis, tu m'avais dit famille aussi. Et pour moi, l'amour, ben, Ça va avec, ouais, bien sûr. ça va avec la famille. Et la liberté, ben, parce que pour tout ce qu'on a dit, c'est ce que je recherche le plus dans ma vie. Ce que je recherche le plus dans ma vie, c'est ma liberté. Comme je t'ai dit au début, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. À part celle de mes parents, j'ai beaucoup eu de mal dans ma jeunesse avec l'autorité, on va dire, des profs, même si ça s'est toujours bien passé, parce que j'étais plutôt un bon élève, j'étais plutôt vif. Après, on va dire l'autorité judiciaire, policière, tout ça, j'ai toujours eu du mal. Et donc, encore plus par un patron. Donc, du coup, la liberté d'être mon propre patron. Et ensuite, ben, faire un max d'oseille pour avoir une liberté de mouvement, de déplacement autour du globe, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, faire les activités que je veux. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, ben, le matériel que j'aime, malheureusement, c'est des trucs qui coûtent cher. Tu vois, je ne suis pas un collectionneur de timbres. J'aime des trucs qui coûtent cher. Et c'est comme j'aime des sports qui coûtent cher. Et c'est pas, je sais pas, c'est tombé au hasard, tu vois, mais j'aime la motocross, j'aime le parachute, j'aimerais. Il y a d'autres sports en plus que j'aimerais faire un peu, sport mécanique, peut-être un peu de rallye, un peu de trucs comme ça coûte très cher. Et du coup, pour avoir la liberté de tout ça, ben, il faut de l'oseille, mais cet oseille-là, il va servir à être libre. Donc voilà, ces trois mots, pour moi, c'est ceux qui m'ont le plus marqué dans ce que tu m'as dit, même si la plupart ben, on va dire j'ai pris ça comme des qualités que tu as énoncées là, elles me parlaient. Mais voilà, je pense pas que l'autodérision ou l'humour soit le truc qui me corresponde le plus, même si je sais en avoir, tu vois. Qu'on me se moque de moi, me moquer de moi-même aussi, ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, on a même fait une série à l'époque où on était un peu deux teubés dans une Ouais, c'était salle de pas mal. muscu, tout ça. C'est marrant, Tu ça. vois, je pense qu'on en a un petit peu, tu vois. Bien Après, sûr. Bah, tu peux, enfin, pour t'afficher sur Internet comme tu le fais publiquement, c'est pas possible de pas avoir d'autodérision, sinon t'arrêtes au bout de 2 vidéos, quoi. voilà. Sinon, t'es foutu. Alex, merci. Ces 3 valeurs résument très bien tout ce qu'on a vu avant le travail pour t'acheter de la liberté et pour faire profiter les autres aussi, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui te caractérise. Avoir vraiment une belle équipe autour de vous, vous faites croquer tout le monde, ça c'est vraiment cool. Une vie une vie pleine de liberté que tu achètes en travaillant, ça c'est magnifique. J'espère que ça motivera plus d'une personne. Pour suivre Alex, vous avez juste à aller, vous tapez Bodytime partout, vous allez le trouver. Sinon, la chaîne Alex et PJ sur YouTube, Alexandre Villani sur Instagram et Bodytime sur Instagram aussi. Plein de projets annoncés, comme tu nous as dit. Il va falloir suivre ça de près. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps. Les amis, si vous avez kiffé le podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide au référencement et à pouvoir vous amener des invités toujours plus intéressants les uns que les autres. Et allez suivre vraiment ce que font Alex et PJ. On va parler pour PJ aussi. C'est vraiment des gars cool, comme vous avez pu voir avec Alex. Là, c'est des gens authentiques et c'est ça qu'on aime. Ça motive, ça donne de la force tout le temps. Donc, merci encore une fois à toi. Prenez soin de vous, les amis, et surtout, kiffez votre life. Faites des choses pour lesquelles vous prenez du plaisir. C'est super important. Merci beaucoup, Alex. Merci Thomas, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-thérapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.